Un rendez-vous très différent de ceux qui ont jalonné cette journée. Une séquence qui s'autorise de s'affranchir du cadre très thématique qui a été le nôtre jusqu'à présent et dont nous assumons délibérément qu'il laisse une large place à l'utopie et peut-être même au rêve. Pour cela, j'appelle à me rejoindre Olivier Ferrand, Cynthia Fleury, Mathieu Laine et Denis Père autour de moi. Dans notre langage codé, Denis Hervudaki et moi-même désignions cette dernière table ronde comme la table ronde des jeunes. Je ne vous demande, Madame, Messieurs, évidemment pas de valider cette appellation, ni même d'endosser ce qu'elle peut avoir exagérément flatteur pour vous ou de déplaisant pour ceux qui se sont succédés à cette tribune avant vous. D'ailleurs, plus que l'âge de vos artères, ce sont vos neurones qui nous intéressent, entièrement mobilisés, nous l'espérons, sur la transformation de notre pays, de ses mœurs, de ses rites, et aussi la combinaison des talents et des convictions parfois radicalement différentes qui vous définissent. Nous avons ainsi réuni une philosophe, Cynthia Fleury, un économiste, Mathieu Laine, un entrepreneur, Denis Père, un ancien haut fonctionnaire, converti en animateur de think tank, Olivier Ferrand. Votre cœur penche plutôt pour les idées de gauche, Cynthia Fleury, et plus ouvertement encore Olivier Ferrand, plutôt pour les idées libérales, Denis Père, Mathieu Laine. Vous vous connaissez un peu, beaucoup ou pas du tout, mais j'ai pu vérifier en préparant cette réunion avec 3 d'entre vous que vous étiez assez contents et même impatients de confronter vos opinions. Je vais vous poser 2 questions à tous les 4, la même question auquel je vous demanderai de répondre brièvement pour que vous puissiez réagir sur les réponses des autres. Dans un premier temps, je vous demanderai de résumer en termes simples et surtout personnels de quelle France vous rêvez pour 2017. Et dans un second temps, je vous demanderai d'exposer la mesure, la politique, la décision qui vous paraît essentielle, cruciale, pour contribuer à une transformation positive de la France au cours des 5 prochaines années. Alors, première question, Cynthia Fleury, je rappelle que vous êtes professeur à l'American University of Paris et que vous êtes psychanalyste. Quelle est la France dont vous rêvez en 2017? Mon Dieu, alors, bonsoir à tous, puisque c'est quand même une fin de journée, on va dire. Bonne fin d'après-midi. Donc c'est moi qui commence, très bien. Alors, c'est une question difficile. Moi, je ne sais pas si je vais forcément répondre sur la question du rêve. Je sais que je laisserai mes petits camarades peut-être être plus rêveurs que moi. Je vais dire 3 choses. Désolée de redire un peu les mêmes choses, mais elles me paraissent importantes. La première chose, on va dire France côté extérieur, c'est-à-dire son rapport avec le monde, et qui va passer par un truchement européen plus que nécessaire. Donc je vais redire un point là-dessus. Et puis à l'intérieur, structurer, on va dire, la société française autour d'un renouveau qui passe par 2 endroits. Donc, sur l'extérieur, c'est pour moi nécessairement l'invention d'une nouvelle méthode qui n'est pas la méthode Monnet, parce que ça ne marchera pas. Et c'est ça tout le problème. Et c'est une nécessité aujourd'hui que la France, elle essaye, mais soit au cœur d'une intégration politique et économique de l'Europe. On en a longuement parlé sur la table extérieure, mais c'est vrai que la France de 2017, je la rêve comme un des très très grands piliers de cette intégration politique de l'Europe. Et pour l'instant, encore une fois, je le redis, nous avons fait avec la méthode Monnet, et cette méthode Monnet ne se concilie pas, entre guillemets, avec une méthode qui passe aussi par les peuples. Donc il faut trouver comment matérialiser
et faire de cette méthode monnaie un réel vécu pour les peuples européens. C'est la prise du pouvoir de l'Europe par les peuples, c'est ça votre C'est-à-dire rêve? qu'en tout cas, c'est fondamentalement le fait que les peuples commencent à s'intéresser à cette identité européenne, à cette citoyenneté européenne, à cette intégration politique européenne qui passe, on le sait, par l'harmonisation qu'on connaît, notamment aussi par des harmonisations du droit du travail, etc. Bon, ça c'est un premier point. Un deuxième point qui est plus à l'intérieur, moi je vais retourner dans mon champ, c'est-à-dire la philosophie, donc je vais être sur des fondamentaux. C'est là qu'on vous attend. Voilà, c'est là qu'on m'attend. Donc en gros, voilà, Yankelevitch dit, voilà, il y a une vertu cardinale qui est le courage, et le courage, c'est non pas la vertu la plus haute, entre guillemets, dans l'échelle de la morale, mais c'est au contraire celle qui est au socle, c'est-à-dire c'est une vertu opérationnelle qui rend les autres vertus, réelles, efficaces. Cette vertu cardinale, pour moi, elle passe par deux endroits au niveau français. Elle passe, par la mise en œuvre réelle de règles, de fonds, de procédures, de comportements par rapport à la déontologie de la vie publique. Je pense que c'est le socle absolu de la cohésion sociale et que ces dernières années, les ruptures d'égalité dans l'attribution des marchés, les financements occultes des marchés, l'œil clément des plus ou moins ministres, et notamment ministres du budget, les commissions en marge de contrats de vente, les rétrocommissions, enfin tout ce que vous voulez, tout ça a fait que tous ces trafics d'affluence, tous ces détournements de fonds publics, etc., font que, de toute façon, c'est plus... Voilà, on est en manque de légitimité politique, elle est nécessaire pour reprendre ce primat. Donc ça, c'est un des bouts du continuum, c'est fondamentalement considérer que c'est un vrai sujet. Et je crois que nous n'avons jamais vraiment considéré que c'est un vrai sujet. Et en gros, je le dirais par une formule, voilà, nous en France, nous avons une doxa très très forte. La doxa, elle s'est clouée au pilori. En revanche, nous qui avons inventé le démos, c'est-à-dire le peuple assemblé, ces dernières années, nous avons un peu laissé ça de côté. Et fondamentalement, que le rapport de force du démos reprenne la main sur la doxa et d'une certaine manière fasse pression sur le politique pour considérer que la déontologie de la vie publique est un sujet politique majeur, je pense que c'est important. Et donc, l'autre point de ce continuum, c'est l'expertise citoyenne, me paraît un point essentiel. La citoyenneté doit être considérée comme une compétence, ce n'est pas du spontanéisme. Et là, mais là aussi, mes camarades et aussi moi, en tant qu'ex-présidente et vice-présidente aujourd'hui d'Europa Nova, c'est-à-dire de faire en sorte que nous avons cette obligation de remettre le citoyen, la société civile aux affaires publiques, de faire en sorte qu'il participe, qu'il ait un regard extrêmement dur justement sur ces problématiques de déontologie publique, mais aussi une réalité très raisonnable de formuler ce qui aujourd'hui commence à être fait. Ce n'était pas notre tradition, ça commence à l'être aujourd'hui, c'est-à-dire de peser dans le débat public en amenant des alternatives chiffrées, réelles, et instruites, et de considérer que, voilà, que la réalité de la citoyenneté comme expertise citoyenne doit être très importante. Donc voilà. Très bien, gros. Merci. Denis Père. D'abord, on viendra dans un deuxième temps sur l'idée, la décision, la mesure. La France dont vous rêvez, d'une certaine manière, on vous a connu comme fondateur de Business Objects, et puis de Croissance Plus, on vous a perdu de vue pendant quelques temps, et puis vous êtes revenu en France comme à nouveau entrepreneur de start-up, Kiala, une entreprise spécialisée dans la logistique à destination du commerce électronique. Vous êtes revenu en France parce que d'une certaine manière, la France vous manquait. Alors, de quelle France vous rêvez, vous, en 2017 ? Moi, je rêve d'une France déjà qui a résolu un premier problème qui est une évidence, qui s'impose à tous actuellement, qui est le déficit budgétaire. Hein. Les chefs d'État aujourd'hui sont traités comme de vulgaires patrons de start-up ou de chefs d'entreprise. On leur demande de réduire les dépenses, d'augmenter les revenus. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la facilité qui consiste à augmenter les impôts, à écraser un peu plus le pays d'impôts qui subit déjà une pression fiscale considérable, une des plus importantes au monde. Et puis il y a une autre manière aussi qui n'est pas la bonne non plus, qui est de réduire les prestations, en particulier les prestations sociales. Vous voyez que je suis un libéral, mais un libéral social quand même. Je pense que ce ne serait pas acceptable. Ce ne serait pas acceptable dans une France où il y a une tradition de protection sociale importante. Et il y a donc une demande de protection qui est bien légitime de la part de la population qui plus est, qui souffre de la mondialisation, en particulier les classes moyennes. Donc essayer de résoudre
ce problème de déficit budgétaire par le haut, avec une voie très étroite, en ne surtaxant pas en particulier les Français les plus créatifs, les plus innovants, comme on a pu le faire, parce que la tradition française dans ce domaine-là, malheureusement, n'est pas brillante. J'ai moi-même, effectivement, été un peu victime de ces politiques, après avoir donné à ce pays une entreprise mondiale, leader dans son domaine, dans le domaine des nouvelles technologies, après l'avoir quitté pour m'occuper de ma famille, ce qui était une demande tout à fait légitime, au bout de 7 ans, après l'avoir implanté dans 50 pays, je me suis retrouvé avec un patrimoine virtuel à 90%, mais devant payer un impôt sur l'intégralité de mon patrimoine, et sans en avoir les ressources pour le faire. Et donc j'ai, comme beaucoup de Français, beaucoup d'entrepreneurs français, à un moment donné, j'ai quitté la France, j'ai été poussé à la quitter, et j'ai passé 10 ans hors de France, j'ai passé 10 ans en Belgique, et là je me suis remis à entreprendre, effectivement, j'ai recréé une entreprise, et au bout de 10 ans, je suis revenu, parce qu'effectivement je suis très attaché à mon pays. Et donc la mauvaise manière, eh bien, c'est d'augmenter les impôts, de façon... Alors bien sûr qu'il faut taxer les riches, évidemment, mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire de façon efficace économiquement, et je crois que le grand défi, encore une fois, c'est de rééquilibrer le budget sans écraser le pays d'impôt, et en particulier les Français les plus efficaces, les plus efficients, les plus créateurs, les plus dynamiques. Et puis, bien sûr, sans non plus réduire les prestations. Et donc, on voit que la voie est étroite. On voit bien aussi que c'est tout à fait possible. Hein, quand on regarde, par exemple, l'Allemagne, qui dépense 10 points de PIB en moins que nous, pour à peu près 150 milliards d'euros, pour une prestation de l'État allemand qui est pas moins bonne, que... l'Allemagne n'est pas sous-administrée par rapport à la France. Quand on creuse un peu plus, on se rend compte par exemple que il y a un institut, Thomas More, qui a publié une étude récemment sur le sujet, qui montre par exemple que les frais administratifs de l'éducation allemande par étudiant sont 4 fois inférieurs à ce qu'on dépense en France. Donc ça interpelle, on voit bien qu'il y a des gains de productivité très substantiels à faire. Toutes les études montrent aussi que les crèches privées, par exemple, sont 20% moins chères que les crèches publiques, que les hôpitaux privés sont 20% moins chers, etc. Donc on voit bien que là, il y a des opportunités de réduction du coût de fonctionnement de l'État, sans réduire pour autant les prestations, sans surtaxer les populations, en particulier les populations les plus dynamiques. Mais on voit bien que ça suppose un re-engineering considérable de l'État français. C'est un projet extrêmement complexe, extrêmement ambitieux, et que donc c'est quelque chose qui ne se fera pas simplement. On viendra ensuite sur les propositions que vous avez. Absolument. Olivier Ferrand, président du think tank Terra Nova, à ce titre père des primaires socialistes, c'est ça qui vous a rendu célèbre au cours des derniers mois. La France dont vous rêvez, c'est une France avec des primaires dans tous les partis politiques ? Un mot, mais je n'ouvre pas la discussion pour dire que je suis en désaccord avec ce que vient de dire Denis Père. On verra après. On verra les accords et les désaccords après. Déjà, votre rêve à vous. Mon rêve à moi, chez Legendre, si je peux reprendre votre formule initiale, on est tous plus ou moins cadras. Vous nous avez dit qu'on était sur la table des jeunes. Évidemment, mon rêve, c'est que dans 5 ans, quand des cadras arrivent à une table, on ne dise pas « Ah, c'est la table des jeunes ». Parce qu'à 42 ans, ce qui est mon âge, Tony Blair était Premier ministre, Zapatero était Premier ministre, Barack Obama avait lancé sa campagne présidentielle aux États-Unis. Et en France, on vous dit que vous commencez votre carrière. D'ailleurs, vous êtes sur la pointe de la finir aussi, parce qu'à 45, vous êtes trop vieux. On est senior. Donc en France, on est jeune de plus en plus tard, et vieux de plus en plus vieux, et jeune et vieux de plus en plus jeune. Oui, on a compris. C'est tout le problème de la France que vous venez de dire, Gilles Legendre, un pays qui se laisse vieillir sans réagir et qui a décidé, face à la crise, de sacrifier sa jeunesse. Non pas un âge de la vie, mais une génération qui sont nos enfants. Face à la crise, nous, pour les Français qui sont dans la salle, nous avons collectivement décidé de se servir de nos enfants comme variable d'ajustement systématique à la crise et donc de les ruiner au profit du maintien désespéré de notre pouvoir d'achat et de notre richesse personnelle. Nous l'avons fait de manière consciente. Il ne s'agit pas du marché qui aurait produit ça, un dualisme où ceux qui sont dedans, c'est-à-dire nous, avons protégé nos droits acquis et le marché aurait empêché les entrants d'entrer. Non, ce n'est pas un phénomène naturel d'économie de marché. Ailleurs dans le monde, ça n'est pas le cas. C'est une décision systématique prise
dans toutes les politiques publiques de ce pays, toutes les grandes politiques publiques sont discriminatoires et ont décidé de faire payer l'ajustement de la crise, pas la crise à explosion il y a 3 ans, là, depuis 2008, la crise à mèche lente que nous vivons depuis 30 ans en France, depuis la fin des années 70, avec une croissance molle, un taux de chômage qui explose et une cohésion sociale qui se dégrade. Cette crise-là, trentenaire, crise d'entrée de la France dans la mondialisation, la crise du déclin ou d'érosion française, nous l'avons fait payer à nos enfants. Quelques chiffres pour le matérialiser. D'abord, le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté de ce pays, c'est 10%, c'est beaucoup. Mais la figure moderne du pauvre en France, c'est le jeune. Quand vous avez moins de 25 ans, enfin entre 18 et 25 ans, votre taux de pauvreté est de 22%, 22% de risque d'être pauvre, et ça décline avec l'âge. C'était l'inverse il y a 40 ans, c'était les seniors qui étaient les pauvres générationnellement dans notre société. On a complètement renversé les choses. Aujourd'hui, ce sont les jeunes. Et ce sont les politiques publiques qui aboutissent à ça. Vous prenez, je vous cite quelques grandes politiques publiques pour qu'on soit bien clair. L'emploi, évidemment, l'économie et l'emploi. Taux de chômage moyen 9%, taux de chômage des jeunes 25%. Pour ceux qui entrent en emploi, 80% entrent dans le précariat. 80% entrent en CDD, en intérim ou en emploi précaire ou en stage. Et quand on dit précariat, le précariat moderne, c'est une forme extrême de précariat. Vous prenez l'an dernier les contrats de travail signés en France, il y a eu 19 millions de contrats de travail signés en France. Sur 19 millions, tenez-vous bien, 12, retenez ce chiffre, 12 sur 19, c'est des contrats de moins de 1 mois. De moins de 1 mois. Et 75% des contrats sont de moins de 3 mois. Donc quand on dit précariat, ce n'est pas des contrats d'administration publique à 3 ans, hein, c'est moins de 1 mois. Et pour ceux qui ont la chance d'obtenir un CDI, l'infime minorité, leur salaire baisse par rapport à ceux qui sont dedans, aux insiders. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que quand vous êtes salarié d'entreprise, c'est impossible de baisser ou de la fonction publique, a fortiori, c'est impossible de baisser votre salaire. Personne ne baisse les salaires d'un CDI déjà en poste. En revanche, c'est très facile de baisser, au moins relativement, si ce n'est dans l'absolu, les salaires des entrants. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous prenez les chiffres de Louis Chauvel, il vous montre que l'écart entre CDI à 30 ans et un CDI à 50 ans, l'écart salarial, était d'à peine 15% en 1980. Il est aujourd'hui nettement supérieur à 50%. On a un écart qui a plus que triplé. Donc en matière économique, nous faisons payer l'ajustement aux outsiders, c'est-à-dire aux nouveaux entrants, pour protéger les insiders, c'est-à-dire nous-mêmes, ceux qui étaient déjà dedans au moment où la crise est née. C'est une décision qui a été validée par les pouvoirs publics, mais qui est née dans l'entreprise. Hein, c'est à la fin des années 70, face à la crise, patronat et syndicats ont pris une décision implicite, quasi explicite, qui était de dire voilà, on vire personne, on vous demande un peu plus de productivité quand même, on garde tout le monde à bord, mais du coup on ne fait plus rentrer personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite on a dualisé le marché du travail, puis on a dualisé tout le reste. Un ou deux autres... Vous concluez sur cette première partie. Un autre chiffre pour conclure cette partie, parce que là on est sur de la discrimination de fait sur le chômage. Discrimination juridique. Prenez les minima sociaux en France, minima sociaux. C'est le meilleur exemple de discrimination juridique, on n'est plus dans du factuel, des générations. Si vous êtes aux minima sociaux à la retraite, vous touchez 708 € par mois. Pas beaucoup. Si vous êtes au minimum social, donc au RSA SOX, l'ex-RMI, en activité, vous avez plus de 25 ans, de 25 à 60 ans, vous n'êtes plus qu'à 466 €. Et si vous êtes à moins de 25 ans, vous êtes à 0. Un jeune primo-accédant qui cherche un emploi n'a pas droit aux minima sociaux. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'OCDE de discrimination par l'âge pour les droits sociaux. 0, 466, 708, voilà la valorisation juridique discriminatoire des générations en France. Et moi, mon rêve, c'est qu'on renverse toutes les politiques publiques pour donner la priorité à nos jeunes, parce que nous avons, en sacrifiant notre avenir, nous avons sacrifié notre jeunesse systématiquement. On l'a fait volontairement, on peut faire exactement l'inverse tout aussi volontairement.
Merci beaucoup, Olivier. Mathieu Laine, économiste, quand vous étiez vraiment jeune, on disait que vous étiez un bébé Madeleine, on peut dire les choses comme ça. Aujourd'hui, vous êtes grand, vous avez fondé Altermind, qui est une société de conseil qui apporte à ses clients un peu le matériau théorique, intellectuel, qui permettent de les aider à concevoir leur stratégie. Alors, votre rêve pour 2017? C'est une vraie belle question et j'ai envie d'y répondre vraiment. C'est-à-dire que je vais aller vers l'utopie absolue. Je vais rêver. Hein. Donc, non, je vous préviens un peu parce que c'est quand même... on n'a pas toujours l'habitude. L'idée, c'est que je vais quand même essayer de vous emmener vers une utopie réaliste. Je préfère vous prévenir là encore. Parce que, non, c'est volontaire. Si je ne préviens pas, après on va me dire, mais c'est n'importe quoi, mais de quoi parle-t-il? Mais vous savez, je préfère prévenir parce que je suis une espèce d'orphelin politique qui n'a pas beaucoup de représentation. Je ne veux plus parler d'Alain Madelin, on s'en fout. Il faut passer à autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, la France, mais l'Occident plus largement, s'effondre, meurt, de n'avoir pas compris qu'il s'est enfermé dans une forme d'ordre de la société qui est totalement inadéquate. Je m'explique. Il y a 3 types d'ordres pour organiser une société. Il y a l'ordre naturel, l'ordre artificiel et un ordre qu'on a totalement oublié qui s'appelle l'ordre spontané. Mon rêve, c'est que nous basculions d'une société constructiviste, sur laquelle je vais revenir un instant, vers l'ordre spontané, la vraie libération des énergies individuelles, le vrai bel ordre social bien plus efficient que celui que l'on nous vend quand il est pensé par quelques personnes à la tête d'un gouvernement. Vous voyez, je rêve vraiment, parce que si ça se fait en France, c'est que vraiment ça aurait gagné un peu partout dans le monde avant. Quelques éléments à ce sujet. En parallèle de ce rêve, d'ailleurs, je rêve aussi que les indignés de 2007 ne soient pas, comme aujourd'hui, des ultra-conservateurs. Je suis 2017, pardon. Enfin, 2007 aussi, d'ailleurs, et puis aujourd'hui aussi, vous avez compris. L'idée, c'est que l'indignation de notre génération, l'indignation de notre jeunesse, c'est la conservation d'une illusion, qui est l'illusion constructiviste, qui est l'illusion que la société meilleure, l'ordre meilleur dans lequel nous allons évoluer demain, sera un ordre qui sera plus tenu, plus réglementé, plus organisé, que l'on ne laissera pas la liberté faire, parce que la liberté, c'est finalement très dangereux. Je ne crois pas. Au contraire. L'ordre naturel pourrait revenir, parce que c'est finalement assez peu connu. L'ordre naturel, c'est quand on croyait qu'il fallait respecter l'état de nature. Bon. Et puis, l'ordre artificiel est venu, et c'est l'idée, pour la faire courte, puisqu'on a très peu de temps, que quelques architectes sociaux, soit parce qu'ils s'imposent au pouvoir, ce sont des dictateurs, soit parce qu'ils ont été élus, vont pouvoir, par la magie de l'élection, savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. À l'origine, on peut considérer que la droite est plutôt fille de l'ordre naturel et que la gauche est plutôt fille de l'ordre artificiel. Aujourd'hui, tout ça s'est plutôt bien mêlé. Marcel Gauchet nous l'a bien expliqué. Il y a eu un effet ciseau assez flagrant. Aujourd'hui, en réalité, la droite comme la gauche nous promet la protection, l'intervention sur tout sujet, nous promet, si ce n'est seulement un ordre artificiel local et national, mais également européen, et pourquoi pas mondial, avec évidemment à chaque niveau, ce qui plaira beaucoup à Denis Père, une fiscalité forte. Ce monde que l'on est en train de nous proposer me rend plus qu'orphelin parce que finalement je me dis, mais pourquoi quelques personnes, par la magie de l'élection ou parce qu'ils ont voulu s'imposer à un moment donné, sauraient mieux que moi ce qui est bon pour moi? Est-ce que véritablement la démocratie, pardon, je vais jusque-là puisqu'on va rêver, la démocratie nous permet, en lui donnant toute sa puissance, d'apporter et de créer le meilleur des ordres qui soit? Aujourd'hui, on a de quoi douter. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer dans une dictature libérale. Au contraire, je suis en train d'expliquer que nous allons aller vers l'ordre spontané. Parce que sinon, il n'y aura pas de débat. Bien sûr que nous allons conclure, absolument. L'ordre spontané,
C'est un ordre qui n'est non pas dans la tête de quelques individus et qui veut l'imposer aux autres. Il naît naturellement de l'action des uns et des autres. Il naît alors même qu'il n'est pas pensé a priori. Il a été compris par Cicéron, par saint Thomas, il a été découvert aussi par Bois-Guilbert en son temps, par Mandeville, la fable des abeilles. Il a été également redécouvert par Adam Smith, puis par les Autrichiens, plus récemment la pensée autrichienne, Hayek, etc. Tout ce qui fait horreur au mainstream, qui fait horreur parce que rêver de cette manière à l'idée qu'un ordre puisse se créer sans même qu'on ait pu le penser, tout en haut d'une hiérarchie qui s'imposerait à tous, voilà quelque chose qui paraîtrait impossible. Et pourtant, le langage est quelque chose qui n'a pas été inventé par quelques personnes et que nous faisons évoluer tous ensemble, sans même nous en rendre compte, de manière ordonnée. Je finis. La morale, de la même manière. Eh bien, le comportement des individus, s'il est laissé dans la liberté et dans la responsabilité, je donnerai dans ma deuxième partie les illustrations de tout cela. Si on laisse, j'espère, la liberté et la responsabilité véritablement agir, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, puisque nous sommes en face d'une crise du politique qui a créé non seulement le too big to fail, mais le too public to fail. Eh bien, cette crise de la responsabilité m'empêche de rêver. Mais j'espère qu'en discutant avec vous, je vais retrouver un peu d'ambition et d'optimisme face à ce rêve. Ok, j'aimerais que maintenant chacun s'exprime sur les rêves des autres. Allez, c'est vous. Vous avez commencé la première. Allez-y. Sur les rêves des autres, hein. D'accord. Bon, fatalement, moi, je suis effectivement pas tout à fait en phase avec l'ordre spontané, surtout que l'ordre spontané a montré ses faiblesses ces dernières années, c'est-à-dire, si on reprend la fable de Mandeville, qui sont que les vices privés fabriquent la vertu publique, il est certain qu'on n'y est pas. Donc, oui, j'imagine que tu vas trouver, effectivement, vous allez trouver, pardon, effectivement, voilà, oui, non, mais... Donc ça, effectivement, moi je pense au grand retour, à la fois au niveau stratégique et au niveau éthique, justement, d'un compromis éthico-politique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, qu'est-ce qui est en train de gagner? C'est le discours des valeurs asiatiques. Hein, si vous vous souvenez, le discours des valeurs asiatiques, c'était il n'y a rien de mieux qui marche que l'autoritarisme d'un côté et la croissance économique de l'autre. Ça marche ensemble et les démocraties sont de piètres cavaliers de la croissance économique. Bon, donc ce discours des valeurs asiatiques a été formulé dans les années 90. Ça veut dire nationalisme renforcé, ça veut dire une sorte de prime aux particularismes régionaux, à la religion, à la tradition, à tout ce qui fait que fondamentalement nous sommes séparés, prime à cette césure. C'est ce qui est en train de gagner. Moi je pense que bien évidemment il ne faut pas que cela gagne et que lorsque nous défendons, nous, de manière éthique, des normes hautes, sociales et environnementales par exemple, nous faisons une bonne pioche sur 2 points, c'est-à-dire que coup de bol c'est du côté de l'éthique. La nécessité, c'est que c'est une réalité stratégique évidente pour nous, c'est-à-dire que nous allons perdre si, puisque le centre de richesse effectivement s'est déplacé, et si nous ne faisons pas que notre primat politique défend ardemment les normes sociales hautes et les normes éthiques et les normes environnementales, nous perdons la partie. Donc stratégiquement, de toute façon, c'est une obligation pour nous, c'est un chemin absolument obligatoire. Donc, moi, je défends ce chemin vraiment du primat du politique et de la norme sociale et environnementale haute pour également des affaires stratégiques, comme intérêt stratégique de base. Et puis, sur une idée plus rigolote, je pense qu'il y a un souci, si vous voulez, dans la gouvernance mondiale, qui est son problème d'une dématérialisation. On voit très très bien que à partir du moment où on se dit voilà, la gouvernance mondiale c'est quoi? C'est tel G20, tel ONU, tel OMC, tel ceci, tel comité monétaire du FMI, etc. Et qu'il faut fusionner tout ça pour penser la régulation mondiale. On comprend l'idée, on perçoit tout de même aussi que le chemin va être long. Donc à côté de effectivement de cette nécessité de coordonner une régulation mondiale, moi, je pense qu'il faut rematérialiser la gouvernance mondiale et qu'en gros, il faut faire descendre la gouvernance mondiale dans les parlements nationaux. Donc, moi, je suis totalement, non pas pour des nationalismes renforcés, mais au contraire pour, à l'intérieur de nos parlements,
matérialiser cette gouvernance mondiale et pourquoi pas demain accueillir, nous sommes à l'Assemblée ici, et si on prend la Chambre, il y a, on va dire, plus de 900 députés entre la Chambre et l'Assemblée et le Sénat. Pourquoi pas, voilà, 10% de notre Parlement qui, demain, sont des députés internationaux et qui pensent, entre guillemets, les enjeux qui ne doivent pas être liés à de la compétence exclusive des États. Donc c'est les enjeux environnementaux, c'est les enjeux de l'immigration, c'est les enjeux de l'énergie, etc. Et qui doivent être pensés par les parlements nationaux, parce que je pense que ce déphasage entre, d'un côté, des parlements nationaux et une gouvernance mondiale qui semble dématérialisée et parfois confiscatoire pour les peuples, en tout cas elle est ressentie comme ça, même si ce n'est pas le cas, je pense que nous devons rephaser et voilà un petit peu les... Denis, votre réaction au rêve des autres, des trois autres? Le rêve d'Olivier, j'y souscris totalement. Enfin, je souscris totalement au constat du sacrifice de la jeunesse. Enfin, les éléments cités par Olivier Ferrand sont complètement factuels, ils sont indéniables. Ils sont le résultat d'une incapacité de notre pays, dans l'exemple en particulier qui a été cité sur la précarité des emplois créés, une incapacité à réformer son droit du travail. Et on a été incapable de réformer le droit du travail parce que nous, chefs d'entreprise, n'avons pas su expliquer quelque chose qui est totalement intuitif pour nous, qui est une évidence, qui est que quand on recrute quelqu'un, on est obligé de penser immédiatement au débouclage potentiel du contrat de travail. On vit dans un environnement par définition précaire. On ne sait pas ce que sera l'état de l'économie et de nos entreprises dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Quand on signe un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, donc on prend un engagement indéterminé. Et donc à partir de là, on est obligé de raisonner en se disant mais qu'est-ce qui va se passer si je ne peux pas garder cette personne parce que l'environnement économique ne me permet pas de le faire ou parce que cette personne ne performe pas, ce qui arrive évidemment aussi. Et compte tenu des difficultés de déboucler un contrat de travail en France, à la fois par la complexité du droit du travail, on a un code du travail qui pèse, je crois, une quinzaine de kilos, quand il est résumé et quand il tient sur 19 pages en Suisse, pas en Chine ou aux États-Unis, en Suisse. Quand on voit la complexité de déboucler un contrat de travail, quand on voit l'incertitude aussi, quand on se retrouve devant un tribunal de prud'homme, quant au jugement qui sera prononcé, le premier réflexe qu'a un chef d'entreprise, c'est d'en signer le moins possible et le moins longtemps possible. Et pour l'instant, nous, chefs d'entreprise, n'avons pas réussi à faire passer ce message. Alors certains d'entre nous s'y sont risqués. Mon bon ami Geoffroy Roux de Bézieux a essayé de le faire au moment de la crise du CPE, qui était un projet intéressant, mais très mal présenté, très mal ficelé, mais dont l'objectif était bien d'essayer de mettre le pied à l'étrier à la jeunesse sacrifiée, mais qu'il a fait de façon maladroite et mal préparée. Mais on voit bien la difficulté. Et on rejoint d'ailleurs la principale préoccupation que j'ai moi, dont on parlera tout à l'heure, qui est cette difficulté que nous avons à convaincre les pouvoirs publics d'un certain nombre de réformes économiques. Olivier, les rêves des trois autres, ou un des rêves des trois autres. 2 remarques. La première sur le rêve de l'ordre spontané, pas ne pas rebondir. Oui, c'est bien. Il existe cet ordre spontané. On en a une manifestation avec ce qu'on vit depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire la mondialisation aujourd'hui. C'est un ordre spontané. Il n'y a justement pas de gouvernance mondiale, il n'y a pas de règles. Les seules institutions internationales qui existent sont des institutions dont l'objectif est de déréguler. L'OMC, quand Pascal Lamy vend l'idée que c'est la régulation de la mondialisation, c'est pas vrai. L'objectif de l'OMC, c'est de supprimer les règles, en tout cas les barrières nationales au commerce. Donc c'est la seule institution qui marche a comme objectif de déréguler. Le FMI jusqu'à présent, jusqu'à son dernier directeur général, était aussi dans la logique où on utilisait l'argent collectif pour forcer l'ouverture et la dérégulation des économies. Donc on a vu ce fonctionnement de cet ordre libéral. Le problème, c'est qu'il est... on peut en penser ce qu'on veut. Je ne suis pas un farouche opposant à l'économie de marché, loin de là. Mais il s'est passé quelque chose ces 10 dernières années. On a changé de monde. Et ce monde n'est pas compatible avec l'ordre spontané, justement. Il est ontologiquement, radicalement incompatible
l'ordre libéral avec la mondialisation. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans un nouveau monde dont la caractéristique est d'être systémique. Les crises, quand elles se déclenchent aujourd'hui dans la mondialisation, menacent, et c'est complètement nouveau, la pérennité des activités humaines. Et en ce sens, elles sont systémiques, c'est-à-dire qu'elles menacent l'organisation du système, la survie du système. Vous prenez la crise financière, on a atteint virtuellement à un moment donné 50 000 milliards de destruction de valeur. Les États se sont mis plus qu'en risque, ils se sont suicidés à terme pour soutenir le système. On voit bien qu'une nouvelle crise financière le mettrait définitivement à bas. Vous prenez l'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique, on voit bien que les activités humaines laissées libres ne s'autorégulent pas, elles s'autodétruisent. Elles pouvaient peut-être s'autoréguler dans le passé, désormais, dans le monde systémique de la mondialisation, elles s'autodétruisent. On ne sait plus aujourd'hui arrêter l'augmentation de la température mondiale. On ne sait plus arrêter le réchauffement climatique. Vous avez vu les dernières prévisions du GIEC. On est sur le train le plus haut. On va vers 5 à 6, une hausse de 5 à 6 degrés de la température mondiale. 5 à 6 degrés, vous transformez le sud de la France en Sahel. C'est quand même ça le sujet. Bon. Et on est incapable de l'arrêter. Vous prenez les risques sanitaires. Il y a, je termine là-dessus, il y a, j'en termine sur 2 exemples. Les risques sanitaires, il y a 100 ans, une crise de salmonellose dans une ferme, vous aviez 2 morts, la crise, et puis la vie reprenait son cours. Demain, une crise sanitaire, une pandémie mondiale, c'est pour ça que tout le monde stresse dès qu'on parle de SRAS ou de grippe aviaire, c'est qu'on sait bien qu'une crise sanitaire, une pandémie mondiale peut menacer y compris la survie de l'humanité. Vous prenez un virus qui mêlerait la virulence d'Ebola et la durée de maturation du sida, d'incubation du sida, et bien vous avez un virus qui menacerait la survie de l'humanité. Donc on est sur des enjeux aujourd'hui de nature systémique où l'ordre libéral ou le système libéral qui est fondé sur le laisser-faire spontané, du marché ou des activités humaines, plus largement, ne marche pas, parce que hier, si on laissait faire, on pouvait légitimement prétendre que ça s'autorégulait. Aujourd'hui, dans la mondialisation, si on laisse faire, le marché ne s'autorégule pas, ou les activités humaines ne s'autorégulent pas, elles s'autodétruisent. Mathieu Laine, attention, vous ne répondez pas et vous ne redéfendrez pas votre système, vous portez un jugement sur les rêves des 3 autres. Est-ce qu'ils ont respecté? Voir, je vais faire les 2. C'est ça l'ordre spontané, alors. Alors... Non, brièvement, hein, sérieusement, parce qu'on a un dernier tour de table à faire. Je ne vais pas commencer. Alors, vous voyez, Mathieu, c'était très convaincant. comme le mainstream. Non, quand on regarde, par exemple, l'ambition... Ah oui, pardon, excusez-moi. Quand on regarde l'ambition, le constat et le rêve d'Olivier comme celui de Denis, par exemple, il me semble que le meilleur moyen d'y parvenir, parce que je ne suis pas non plus... J'ai voulu jouer le jeu avec Gilles Legendre qui m'a dit « vas-y à fond ». Mais après, je suis tout à fait CAC 40 compatible ou gouvernementaux compatible. Donc je sais revenir de mes rêves. Là, je rêvais, n'est-ce pas? Donc je pense que sur ces sujets-là, qui sont des sujets fondamentaux, c'est comment l'entrepreneur peut retrouver une vraie place, comment l'innovation peut être mise en avant, comment en réalité on peut relancer la croissance dans ce pays, tel que le dit Denis par exemple, eh bien il me semble que le constructivisme, l'idée que l'on puisse intervenir comme on l'a fait jusqu'à présent, sans comprendre le constat de cette crise, qui n'est pas une crise de la dérégulation, c'est une crise du politique. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas faire ce que Denis Père dit. Et c'est plutôt ce que un certain nombre d'autres personnes ici diront qu'ils l'emporteront. Je m'explique. La crise financière, c'est la crise de l'intervention publique, de la Fed sur les taux, des subprimes d'inspiration politique, parce qu'on voulait que les Américains soient tous propriétaires. Je rappelle que le monde bancaire américain, avant la crise, était gouverné par 16 000 fonctionnaires à Washington et 40 000 pages de réglementation tous les ans en plus. Donc c'est un fantasme de dire qu'on était dans la dérégulation.
que les plans de relance, merveilleux plans de relance, que tout le monde applaudissait, et Keynes était évidemment le héros de tous les temps à partir de 2008, et était même à la une du Times comme étant la personnalité de l'année, les plans de relance ont été stigmatisés immédiatement par ceux qui croient un tout petit peu plus en l'homme qu'en l'État, et qui se sont dit, vous êtes en train de transformer une bulle de la dette privée, avec évidemment quelques erreurs privées, qu'il faut stigmatiser. En réalité, il faut juste que la responsabilité soit en route. Et la responsabilité, c'est quoi? C'est que si vous faites des erreurs, vous les payez. Et donc ça me paraît être parfaitement cohérent. Et qui ne me suit pas, je ne comprendrai pas. Mais là, c'est un peu le monde dans lequel nous vivons, hein, le too big to fail, too public to fail. Eh bien, nous avons transformé par ces plans de relance une bulle de l'endettement privé en bulle de l'endettement public. Nous étions quelques-uns, ça fait un peu aigri, mais nous étions quelques-uns à expliquer ça au moment des plans de relance. Et tout le monde nous disait « Mais Mathieu, la dette, c'est tellement formidable. Nous allons investir dans l'innovation, nous allons investir dans la relance. En économie ouverte, comme tu dis, Olivier, en économie ouverte, mais ce n'est pas le libéralisme qui ne marche pas, c'est l'interventionnisme qui ne marche pas. Parce que quand on fait de la relance par la consommation en économie ouverte, avec de l'argent public que nous n'avons pas, eh bien cet argent, il va où? Il ne va pas chez nous, en économie ouverte, il va chez les autres. Alors à moins que l'on nous propose le protectionnisme absolu, la fermeture des frontières, on vit entre nous et en catimini, je ne crois pas que ce soit le meilleur des modèles. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un tout petit peu vers le rêve 2 minutes pour comprendre qu'en réalité, ce qui nous fait mourir, c'est précisément ce constructivisme, c'est précisément ces toutes petites mesures qu'il faut empiler. Non mais c'est compliqué, il y a telle petite partie de la population qu'il faut aider, mais pas trop, parce que si on intervient... Mais arrêtons tout ça. Nous sommes dans un délire réglementaire, dans un délire d'intervention catégorielle qui tue les mécanismes spontanés que vous n'avez jamais vus à l'œuvre. Ce n'est pas la crise de l'ordre spontané, il n'a jamais été à l'œuvre. C'est l'ordre spontané pour lequel je plaide, c'est simplement l'idée que, si on prend juste l'exemple de Denis Père, parce que je suis là juste pour commenter les idées de mes voisins, eh bien... Ce qui n'aura échappé à personne. Ce qui n'aura échappé à personne. L'exemple de Denis Père, et je suis justement en train de conclure, c'est précisément que si on veut des entreprises qui marchent, si on veut de l'innovation, je ne crois pas que ce soit le commissariat au plan qui puisse le décider. Grande et nouvelle idée de François Bayrou. Je ne crois pas que l'on puisse le décider en haut de manière technocratique, parce que vous avez le monde politique est fait d'une telle manière que vous achetez des clientèles électorales et que vous n'osez plus remettre en cause les droits que vous donnez aux autres. La réalité, c'est de laisser la flexibilité des uns et des autres, de l'inventivité de l'entrepreneur, de l'innovateur. Et ça se fait par un droit du travail souple, par une fiscalité favorable, et certainement à l'opposé de tout ce qui se fait, hélas, aujourd'hui. Je dois juste à Denis Père, que j'ai interrompu un peu brutalement tout à l'heure, parce qu'ensuite il faut qu'on s'arrête, de donner la mesure qu'il aimerait mettre en œuvre au quinquennat, mais juste décrivez-la en un mot, et puis ensuite on va demander à Frère Samuel de conclure. Oui, très brièvement, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas ça qui fera que du jour au lendemain, d'un coup de baguette magique, les problèmes de la France seront résolus, mais je pense que ça peut être un facteur assez déterminant dans le succès du rétablissement de ce pays sur un certain nombre de sujets qu'on a évoqués, déficit public, compétitivité de l'économie. On a aujourd'hui une classe politique qui est totalement non représentative. On a 577 députés. Sur ces 577 députés, un petit 20%, une centaine seulement, ont passé 4 ans de leur vie dans une entreprise. Et quand on est un chef d'entreprise comme moi qui a cherché à convaincre l'État de faire évoluer ses politiques publiques sur des sujets relatifs à l'entreprise, on se rend compte de la difficulté immense qu'il y a à convaincre des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, de choses qui sont pour nous totalement intuitives, totalement évidentes, et de gens qui pourtant sont souvent pleins de bonne volonté. Attention, je ne critique pas la fonction publique française, la haute fonction publique en particulier, qui est remarquable à beaucoup d'égards, qui est remarquable. Non, qui est remarquable, je tiens à le dire. Je les côtoie tous les jours. Non, je les côtoie tous les jours dans différents cénacles, mais qui est simplement beaucoup trop homogène et pas suffisamment représentative de la société française. Ouvrir le recrutement sociologique des politiques. On n'est pas loin de ce que disait d'ailleurs tout à l'heure. On va peut-être arriver à trouver quelques convergences avant de finir. Bien. Frère Samuel, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre, conclure cette table et la journée en 5 minutes, et comme ça nous tiendrons à peu près l'horaire. On aura débordé d'un quart d'heure, ce qui pour la durée de notre journée est quand même acceptable. Non, je ne vais pas faire 2 choses, je vais en faire qu'une seule, ça je vais conclure. Pour moi, c'est cette table qui conclut la journée. D'abord, c'est paradoxal que vous demandiez à des jeunes
la partie la plus dure de toutes ces tables rondes, qui est celle de penser le monde futur avec innovation et pertinence. C'est à la fois touchant et tragique. C'est touchant parce que ça montre que vous attendez de la jeune génération qu'elle soit capable de penser le monde de demain. C'est tragique parce que ça veut dire que les générations d'au-dessus en sont incapables. Pourquoi ? Parce que le propre de la sagesse, c'est normalement que plus on est âgé en âge et plus on est jeune d'esprit. Et donc que l'on ne soit pas capable de produire ici quelqu'un de 70 ans ou de 80 ans qui soit capable d'être plus jeune d'esprit que le sont ceux qui sont autour de cette table et de donner de manière simple et lisible une vision pour demain, c'est assez inquiétant du monde occidental. Voilà, c'est par ça que je voulais commencer. Et donc, à défaut d'avoir des gens qui sont capables de nous inspirer dans les générations qui sont aujourd'hui au pouvoir ou qui sont désormais à la retraite, puisque tous les philosophes à peu près capables de penser politiquement sont désormais morts, eh bien, il faut se pencher effectivement vers les jeunes, exactement. Enfin, sauf si vous en connaissez des... Non, mais d'accord, mais elle est comme moi. On en a deux. Non, mais elle est comme... Samuel, Cynthia. Non, on est très gentil, mais ça s'appelle des philosophes en herbe, et encore, on a un peu de retard, puisqu'à nos âges, ceux qui nous ont précédés avaient déjà pondu des œuvres majeures, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas de Cynthia, et encore moins le mien. Voilà. Non, mais c'est pour vous dire, c'est simplement, ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire que la complexité du monde dans lequel nous sommes, désarme complètement les générations aujourd'hui au pouvoir et plus âgées parce que les modèles cartésiens simplistes dans lesquels ils étaient sont totalement obsolètes, d'accord ? Que cette complexité, elle réclame d'être pensée, qu'elle ne sera pas pensée uniquement par la jeune génération. Mais moi, j'aurais mis une table ronde avec précisément des gens de générations différentes et qu'on s'attache ensemble à cette tâche-là, d'accord ? Parce qu'effectivement, il faut ces strates d'expérience et aussi ces appauvrissements intérieurs pour que voilà, toutes ces générations soient capables de les penser ensemble. Voilà, enfin, voilà, c'était ma première remarque. Ensuite, malgré tout, je vois des choses convergentes à la fois dans ce qu'ils ont dit et dans ce qui s'est dégagé de l'ensemble des tables rondes, et c'est ça qui m'intéresse. C'est l'endroit où il y a de la convergence, okay ? Au-delà, la convergence au sens philosophique analogique, c'est-à-dire pas de la convergence par univocité et idées communes, mais par, dans la différence, malgré tout, des convergences. La première chose que j'entends, c'est qu'on est d'accord sur la finalité, c'est-à-dire la nécessité absolue d'un retour de l'humain. Et un jugement assez sévère, alors qu'ils ont le courage de prononcer différemment d'ailleurs les uns les autres, mais finalement sur le système. Est-ce que c'est son manque de régulation ou sa trop de régulation ? En tout cas, le fonctionnement économique collectif tel qu'il est aujourd'hui fait peur à tout le monde et est clairement menaçant pour les individus, les sociétés, les peuples et les cultures. Ça, c'est une évidence. Et donc là, ça me semble intéressant de dire au fond, là, l'humain est en train de se perdre lui-même de vue avec un jugement sévère sur les outils et sur les logiques de pure rentabilité et aussi sur les contraintes structurelles qui finissent par annuler les marges de liberté. Voilà, ça c'est le premier point que je vois, finalité commune. Ensuite, je vois aussi une convergence sur les moyens. Et quoi qu'en aient dit les uns les autres, sur ce double facteur, c'est à la fois de la rigueur et de la structure, et en même temps de la liberté, de la créativité et de la structure. Et donc ça me semble intéressant. Avec moi, je l'entends comme clé, finalement, parce que la structure, il ne faut pas la rêver. Les règles ne sont pas simplement structurantes par elles-mêmes. Cynthia l'a dit, il faut le courage, et l'intelligence en plus, et peut-être d'abord d'ailleurs. Et la créativité, la spontanéité, elle est très bien, mais si elle est structurée, elle aussi, par de l'intelligence et de la responsabilité, sinon elle est simplement de l'anarchie pulsionnelle hystérique. Et donc concrètement, la clé, c'est la responsabilité. C'est ce que j'entends aussi en creux. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, vous ne le dites pas, mais c'est une évidence, parce que ce n'est pas tellement un mot de vos générations, mais ça crie, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, le souci de la personne humaine concrète et pas de l'homme abstrait, le souci des populations, le souci de ce qui se vit voilà, chez les uns et chez les autres, doit être pris en charge comme le préalable de tout ça. Ensuite, la question sur laquelle il y a peut-être plus divergence, enfin, il y a encore une convergence sur la mise en œuvre de ces moyens, sur le fait qu'il faut à la fois la structure et la liberté, à la fois des éléments d'international et en même temps des éléments de subsidiarité. J'ai beaucoup aimé l'idée, je ne l'avais jamais entendu, de Cynthia, qui est des députés internationaux à l'intérieur des gouvernements nationaux, parce que c'est une véritable mise en œuvre de la subsidiarité. Et la subsidiarité, c'est une véritable clé, enfin c'est une question majeure, c'est la question majeure de l'international de demain. Aussi, alors là, il y a un débat, hein, comment trouver un équilibre entre la violence égoïste, qui existe et dont il faut tenir compte, mais qui ne peut pas devenir la règle de fonctionnement d'un système économique mondial, à moins d'aboutir à la destruction des personnes, puisque c'est ce qu'on observe aujourd'hui, et en même temps d'une montée altruiste qui ne doit pas non plus complètement planer, parce que finalement, la violence égoïste, elle est aussi là. Et le deal, enfin, voilà, la tension entre les deux, elle n'est pas facile. Et puis, l'équilibre aussi entre une diversité et des différences qui sont fécondes, et puis le moment où la diversité finit par faire un groupe d'autistes où personne ne comprend plus personne, où chacun défend son opinion sans être entendu par l'autre, et où il y a simplement une anarchie d'individus réunis uniquement par des réseaux sociaux dans lesquels, comme il n'y a pas de contenu, on communique très bien. Enfin, je suis un peu dur, mais...
Voilà, et donc il me semble qu'il y a deux questions sous-jacentes. La première, c'est de nouveau, quelle intention commune? Le projet politique, ce n'est pas d'abord un projet, c'est une intention politique. Quelles raisons avons-nous de choisir de vivre ensemble? J'y reviens. Quelles raisons avons-nous de choisir de vivre ensemble? Et moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule raison à la fin de vivre vraiment ensemble. C'est que nos fragilités ne nous permettent pas de faire autrement. Ce que dit Michel Serres. L'homme est un animal qui ne peut pas s'en sortir sans autrui. D'accord? Donc, toute cette vision de l'ego, de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté de conscience, de celui qui s'autodécide et s'autocrée lui-même, c'est juste du délire. Ça, c'est du délire. On est né dans la fragilité, on finira dans la fragilité. La créativité existe dans la fragilité, la fécondité existe dans la fragilité, la prise de risque existe dans la fragilité. C'est génial, la fragilité. Mais ça réclame autrui. Voilà. Je pense que la grande clé, elle va être là-dedans. Bon, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est que du coup, il faut une anthropologie de la convergence. Hein, c'est qu'on ne va pas nous pondre une nouvelle valeur, des nouvelles idées. Ce n'est pas simplement le débat des opinions qui va faire apparaître non plus une anthropologie, et on ne va pas pouvoir s'en passer. C'est ça la difficulté. Moi, c'est la question que j'aurais envie de poser sur ces nouvelles élections. Quelle est l'anthropologie des candidats? C'est quoi pour eux l'homme, concrètement, là? Bon. Ils vont nous la définir avec des phrases magnifiques sur lesquelles tout le monde est d'accord, mais sans contenu. Sans contenu. Parce qu'on va dire, je vous dis, liberté, créativité, responsabilité, mais pour moi, ça, c'est des mots abstraits. Ça veut dire quoi, concrètement? Les éléments structurants de la vie humaine, qui sont non négociables. Voilà. Et les éléments structurants qui créent en nous des devoirs et des droits. Voilà. Bon. Et je pense que, pour moi, c'est cette vraie question. Et celle qui est derrière, et je l'entends, alors la table ronde n'aura pas encore réussi à la réaliser ou à la mettre complètement en œuvre, mais c'est comment recréer la relation interpersonnelle? Comment recréer cet espace de débat, de dialogue qui aboutit à un consensus parce qu'il y a une convergence? Voilà. Je trouve que c'est ce qui est... Ah non, parce que le débat c'est beaucoup de rigueur. Voilà, le débat c'est la rationalité. La rationalité, bien sûr qu'on le sait bien dans notre vie, il y a des phases de spontanéité, des phases de rationalité qui atténuent un peu la spontanéité. À la limite, celui qui est définitivement spontané et rationnel, c'est le fameux sage en question. Celui-là, il n'y en a plus. L'homme providentiel à la mesure du monde d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc à défaut d'avoir un spontané rationnel qui soit capable de nous servir de modèle, il faudra peut-être que les spontanéités et les rationalités des uns et des autres se complètent dans une écoute commune. Bien, merci Samuel, merci Cynthia, merci Olivier, merci Denis, merci Mathieu. Et merci surtout à vous tous, chers amis, qui nous avez écoutés, accordé votre attention, souvent studieuse, parfois joyeuse, toujours vivante tout au long de cette journée, marquée par la gravité des circonstances que nous connaissons, mais aussi par la confiance qui nous habite pour les surmonter. Denis et moi, nous vous donnons rendez-vous dans 1 an, 12 petits mois qui, compte tenu de tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, vont nous paraître l'éternité.